bonsoir à tous, bienvenue sur La Première en ce mercredi soir. Voici les titres que nous allons développer dans ce journal. La douane intensifie ses contrôles pour lutter contre les trafics de drogue. Un avion de Delta Airlines a été passé au crible hier soir. Un Labrador renforce désormais les équipes. 700 ambassadeurs volontaires seront recrutés en Polynésie en vue des Jeux Olympiques de Paris 2024. Des séances de sensibilisation ont débuté auprès des jeunes. Dans notre page consacrée au territorial, nous verrons que les personnes âgées s'inquiètent pour leur avenir. De plus en plus nombreuses, elles attendent la sécurité financière et des soins adaptés. Comme chaque soir, deux invités sont sur le plateau pour présenter leurs idées. Tauriti Nena est tête de liste de la plateforme Hau Maori. Nous évoquerons avec lui en particulier l'avenir des Tuamotu de l'Est et des Gambiers. Même chose pour Lydia Nouveau qui, elle, habite Makemo, conseillère municipale. Elle représente la liste du Amuiteira au Tenun à Maori dans cette section des Tuamotu de l'Est Gambier. Et puis, il y aura du Va'a ce soir dans notre journal, alors que se prépare notre marathon Polynésie la première. À Taravao, plus de 250 collégiens se sont affrontés pour la presqu'îlienne. L'ICE fait battre de tristes records à la Polynésie. En 2022, elle représentait 10% du total des saisies de méthamphétamine sur l'ensemble du territoire français. Face à ce chiffre édifiant, la douane intensifie ses contrôles. Un vol de Delta Airlines et ses 180 passagers ont été fouillés hier soir. Les agents ont été aidés par Crête, un labrador venu de Nouvelle-Zélande. Reportage en immersion de Kaline Liénard, Théopo Fatupua Ave et Patita Savea. Méfiez-vous de sa petite bouille de chien, car même sans uniforme, Crête et son flair légendaire ne laissent rien passer. Formée en Nouvelle-Zélande pendant 2 mois, elle détecte l'odeur de la drogue, mais aussi de l'argent, sur tous les terrains. Que ce soit le maritime, le aérien, postal, les expressistes également. On peut être amené à être appelé par d'autres administrations, comme on peut prêter main forte à la police, à la gendarmerie, quand ils sont en manque d'effectifs. Donc oui, effectivement, on est amené à travailler partout. L'ICE, un fléau en Polynésie française, la crise Covid en 2020 a fait chuter son importation. Avant de reprendre de plus belle en 2021, 10 kilos saisis par les autorités. En 2022, c'est plus du double et cela représente près de 10% du total des saisies sur l'ensemble du territoire français. Entre les trafiquants et les forces de l'ordre, c'est un véritable jeu de cache-cache. La drogue est dissimulée à l'intérieur de jouets, de coussins ou de rames de paddle. Les 2 dernières grosses saisies récemment ont été effectuées dans des sacs de frappe, de box, et aussi dans des appareils électroniques, des vidéoprojecteurs, des enceintes ou même des confiseries. Ils rivalisent d'ingéniosité et prennent des risques pour l'appât du gain, car en Polynésie, le gramme d'ice se vend à prix d'or. Environ 300 000 francs ici, contre 28 € en moyenne dans les autres territoires français. Pour lutter contre ce trafic, les 2 brigades des douanes ont été renforcées l'année dernière et au total, ils sont 60 agents de surveillance, donc avec 3 équipes cynophiles. On a des agents formés également en matière de fouilles de navires. Donc on diversifie nos moyens et on diversifie les différents vecteurs d'intervention. Des moyens diversifiés qui nécessitent une synergie d'équipe et un suivi. Tous les 3 mois, les chiens de la brigade cynophile reçoivent la visite de leur maître néo-zélandais pour mettre à jour leur formation. Et après 1 heure de contrôle, aucune fraude n'a été constatée ni aucune saisie effectuée. Ce conflit social qui perdure à l'hôtel intercontinental Bora Bora Resort Thalasso Spa, cela fait 1 semaine que les employés ont cessé le travail. Parmi les 150 salariés, 112 sont grévistes. Des rencontres ont lieu depuis hier avec la direction. Après plusieurs heures de négociations, cette dernière a proposé une augmentation de 2,8% au lieu des 6% d'augmentation de salaire demandée par la majorité des employés. Écoutez l'une des salariées au micro de Tamatea Terorotua. On est un peu plus de 70% ici présents aujourd'hui. Nous sommes ici parce qu'on demande une augmentation de salaire. Il y a des points où ça a été positif. On attend juste les derniers points où on espère que c'est positif. Ils sont en négociation pour l'instant. Donc vous demandez combien de taux d'augmentation de salaire? 6% de salaire.
Si vous avez au moins 18 ans, vous pourrez faire partie des 700 ambassadeurs volontaires qui seront recrutés en Polynésie en vue de l'organisation des JO Paris 2024. Il suffit pour cela de se rendre disponible aux dates de la compétition, en l'occurrence du 27 juillet au 5 août. Au lycée Diadème, plusieurs dizaines de jeunes intéressés par cette mission suivent des séances de sensibilisation depuis la semaine dernière. Caroline Fary, Hubert Liao. Participer à l'organisation des Jeux Olympiques, une opportunité à ne pas manquer pour ces jeunes étudiants polynésiens. Pour voir les professionnels de surf, parce que c'est un peu une passion que je pratique, voilà. Et aussi participer à cet événement mondial, je pense que c'est quelque chose qu'il faut vivre au moins une fois dans une vie. Ce qui m'intéresse dans cette mission, c'est plutôt les formations qu'ils vont nous accorder et les missions aussi, et de rencontrer des professionnels de surf. Je pense que ça pourrait m'apporter un plus d'expérience aussi pour pouvoir le mettre aussi sur mon CV. Je pense aussi que ça pourrait m'ouvrir aussi, c'est une ouverture d'esprit puisqu'on va pouvoir découvrir plusieurs cultures aussi. Aujourd'hui, il se familiarise avec les droits, devoirs et différentes missions confiées aux ambassadeurs volontaires. 350 postes sont à pourvoir pour 700 recrutements. La disponibilité est indispensable. C'est de véhiculer des valeurs, d'être présent 10 heures d'affilée et 10 jours d'affilée. Ils auront un jour de repos par semaine avec 11 heures de repos toutes les 24 heures. C'est une opportunité extraordinaire d'avoir les Jeux Olympiques sur le Fénois. Donc j'espère qu'ils seront nombreux à répondre à l'appel. Et puis je pense qu'on représente un véritable vivier qui peut avoir un véritable intérêt pour cette opération. De l'accueil à l'aéroport jusqu'aux activités sur le site de compétition, les missions sont nombreuses et les formations assurées. 3 niveaux de formation, un niveau de formation générale sur les Jeux, un niveau de formation générale sur l'expertise métier, j'allais dire, et un niveau de formation sur le lieu où vous allez exercer votre volontariat. Et en plus, on espère, une grande messe, un peu plus sous l'angle festif, où on réunira tous les volontaires avant les Jeux. Les ambassadeurs seront nourris et couverts par une assurance durant les 10 jours de mission, mais devront s'organiser pour l'hébergement. Un transport sera à disposition entre Taravao et Te Aupo. Pour se porter candidat, il suffira de se rendre sur la plateforme des volontaires disponible en ligne sur le site des Jeux Olympiques à partir du 22 mars. Les candidatures sont ouvertes à toute la population à partir de 18 ans. Au total, ce sont 45 000 ambassadeurs volontaires bénévoles qui seront recrutés pour les JO Paris 2024. On passe à la politique avec notre page consacrée au territorial. Les plus chanceuses d'entre elles sont encore autonomes, mais bien des personnes âgées dépendent de leur entourage pour vivre décemment. De plus en plus nombreuses, elles ont un besoin urgent d'infrastructures adaptées. Les Matahiapo ont des attentes vis-à-vis des politiques. Entre ceux qui ont cotisé de nombreuses années et les futurs retraités, beaucoup s'inquiètent pour leur avenir financier. Chiquita Teiva, Patita Savea, Patrick Sinsing. Salarié ou employeur, qui ne s'inquiète pas pour sa retraite? En Polynésie, il touche minimum 80 000 francs pour une personne seule à 140 000 francs pour un couple, voire plus. Pour le syndicat des retraités, le SDIRAF, le pays doit s'assurer de la viabilité des versements. Moi, je demande à tous les partis politiques de se débrouiller pour que les pensions des retraités soient bien payées. Ceux d'aujourd'hui, mais aussi ceux de demain. C'est ça qu'il faut voir. Et dans les retraités, je compte aussi les Moniruo. Le minimum vieillesse, c'est des gens qui n'ont pas cotisé, mais qu'on a dit qu'on allait aider. Eh bien, il faut aussi s'occuper de ce Moniruo qui est aujourd'hui à 85 000, et ça dépend de la situation de la famille. Car cet argent permet souvent aux enfants de s'occuper de leurs parents ou grands-parents, voire même de les placer dans des centres spécialisés comme ici, aux Orchidées à Papeete. On promet toujours plein de choses, mais je trouve que nous, on est oublié les Matahiapo. Ces grands chefs-là se déplacent un peu et venir voir si on était bien protégé, si on s'occupe bien de nous. Déjà, nous, on est contents. Ici, c'est plat. Parce que nous, on ne peut pas marcher avec les cannes
et tout ça. Hein? Moi, j'ai la chance, je ne suis pas paralysée, mais il y en a qui sont paralysés, les AVC. Manque d'autonomie, Alzheimer, les pathologies des Matayapo sont nombreuses. Infirmiers, auxiliaires de vie, kinésithérapeutes, les besoins des centres spécialisés sont énormes et les places manquent cruellement. Il y a très peu de lieux, ou de lieux pas du tout ou mal adaptés, avec pas beaucoup de sécurité. Donc oui, il faut absolument que le territoire, comme le gouvernement, investissent ou aident des entreprises privées à pouvoir se développer. Selon le SDIRAF, une problématique doit être absolument résolue. C'est le remboursement par l'État des soins prodigués aux patients à pathologie radio-induite. Cela pourrait non seulement aider les retraités des sites nucléaires, mais aussi la caisse de retraite de la CPS. Tawhid Idena, bonsoir, bienvenue. Merci d'être avec nous ce soir. Vous menez la liste Hau Maohi, qui est en réalité une plateforme composée de plusieurs partis politiques, notamment le Tenati d'Éric Ménardi ou Ati Amai de Heya Parao. Cette idée que l'État rembourse la CPS pour les frais conséquents aux maladies radio-induites, c'est une idée que vous soutenez ? Yorana Sibel, je tiens à saluer bien sûr tous les Polynésiens et spécialement ceux des Tuamotu de l'Est ce soir. Concernant la dette nucléaire, donc c'est tout à fait logique, hein, donc ça fait partie de notre programme. Il y a 10 ans, des gens s'étaient battus pour, et il faudra peut-être que l'on revoie, les accords de l'Élysée qui ont été signés en 2017 par le président Macron et Edouard Fritsch, pour justement que ça soit planifié sur 20 ans. Et vous l'évaluez à combien cette dette du nucléaire ? Je pense qu'on est entre 70 et 100 milliards. Quoi. Maintenant, si l'État ne peut pas verser les 100 milliards en une année, qu'on puisse se mettre d'accord que sur les 5 ou les 10 prochaines années, qu'ils versent 10 milliards par an. Et je pense que là, ça pourrait être possible. Il faudrait que ça soit inscrit dans les accords de l'Élysée que l'on compte modifier en accord de Hau Maohi. Hau Maohi est une plateforme de 6 partis. Il y a également le IAAPI qui nous a rejoints et autres, donc et plusieurs groupements de syndicats également. On va y revenir à la plateforme. Concernant les Matahiapo, le nombre de personnes âgées a doublé en 20 ans. Est-ce qu'elles ont une place dans votre programme ? Oui, tout à fait. Hein. Je pense que je peux comprendre leur inquiétude par rapport aux inquiétudes sur leur retraite. Il faut savoir que en 2-3 ans, aujourd'hui, le pays est endetté de 152 milliards, avec un budget qui n'est pas sincère cette année. On terminerait l'année avec 180 milliards. Si on laisse le gouvernement actuel en place, on devrait atteindre les 300 milliards de dettes d'ici 5 ans. Et donc, il est urgent de changer de gouvernement, bien sûr, avec un programme. Hau Maohi, l'objectif de Hau Maohi est de mettre en place un nouveau logiciel pour que ce pays soit investisseur dans des projets qui rapportent. Alors ce soir, vous représentez, vous l'avez dit, les Tuamotu de l'Est et les Gambiers. Vous semblez révoltés par la disparition du projet aquacole de Hau. Comment est-ce que vous voyez l'avenir de cet atoll ? Enfin, révolté, c'est sûr que ce qu'il y a, c'est que le pays a investi plusieurs milliards. Et je ne comprends pas pourquoi du jour au lendemain, on arrête ce projet. Maintenant, il faut continuer. Il y a eu des jeunes Polynésiens... Avec les Chinois ? Des jeunes Polynésiens qui se sont déplacés en Chine, justement, pour se former. Aujourd'hui, ils sont opérationnels. Quand on parlait Hau Maohi, et pour que le pays soit un pays investisseur. Donc, pour ce projet, en ce qui nous concerne, on aimerait continuer, mais que ça serait le pays qui serait porteur de ce projet. Il y a d'autres points également que l'on compte mettre en place, que le pays est une banque, la banque Farirata, qui pourrait devenir une banque et même une assurance pour créer de la richesse et pour que ça rapporte également au pays. Au niveau du pouvoir d'achat, la priorité également du pays, donc ça va faire 1 an que je me déplace dans le monde entier. On a pris contact avec des représentants du Qatar, d'Algérie. En Algérie, vous avez le litre d'essence qui est à 40 francs. En Arménie, vous avez le litre d'essence qui est à 70 francs. Donc je pense qu'il est important de revoir tout le circuit d'approvisionnement des hydrocarbures dans notre pays, car si demain on arrivait à baisser de 20 à 30% le prix du litre d'essence, et ça ferait une économie de 20 à 30 milliards dans notre pays. Et ça permettrait de réduire le fret, ça permettrait de réduire le tarif en bateau, également en avion et autres. Donc c'est une des priorités du pays, de Hau Maohi, bien sûr avec d'autres priorités. Côté santé, vous voulez soutenir l'installation de maternités dans les îles. Vous pensez que ce serait économiquement viable ? Oui, aujourd'hui on a plus de 2,4 milliards de Devasan. Et donc on pense qu'il est important
pour la santé de nos enfants, également pour les mères également au foyer, qu'ils puissent, qu'on mette en place des maternités à Ho, à Rikitea, à Huahine, dans une quinzaine d'îles qu'on a bien spécifiées, pour éviter justement qu'il y ait 2,4 milliards d'Evasan, mais aussi, c'est important également pour nos mères qui puissent accoucher dans leurs îles et mettre des indemnités en place. Très rapidement, vous parlez de la plateforme. Donc, vous avez été rejoint par le Aya Api, le Here Aya aussi. Tout à fait. Donc, il y a Atiamai, il y a Temahoi, Tenati, bien sûr, Haumahoi Tiama, il y a le Here Aya qui nous a rejoint, le Aya Api également nous a rejoint, et des groupements de syndicats également. Donc, aujourd'hui, et votre congrès se tient on a samedi. mis en place 3 semaines de tournée, et ça se passe bien. Samedi après-midi, donc j'invite les Polynésiens à nous rejoindre au congrès à la mairie de Papeete. Mais surtout, ce que je voulais dire également, très rapidement, une des priorités également du pays, c'est que dans 50 ans, avec la montée des eaux, vous avez 2 images. Une où le pays a 5 millions de kilomètres carrés, et une autre où nous avons 2 500 000 kilomètres carrés. Donc il est urgent que l'on mette en place des anneaux de scories, comme c'est fait à Nouméa, comme au niveau de la Chine également. Vous pourrez développer ces idées dans les futurs débats que nous allons organiser. Il faudra le mettre en place rapidement également. Merci beaucoup et merci encore. Merci beaucoup d'avoir présenté vos idées ce soir. Au Tuamotu, il y a des atolls qui sortent un peu de l'ordinaire. Ana en fait partie. Il n'y a pas de passe. Son lagon est l'un des moins poissonneux des Tuamotu de l'Est. Les habitants comptent sur le tourisme pour compenser ce manque à gagner. Inacio Rabeino. Située à 377 km de Tahiti, Ana compte avec sa commune associée Faïté 811 habitants selon le dernier recensement et près de 500 y vivent de manière permanente. Les perspectives économiques y sont limitées. Le secteur que nous voulons développer à Ana, c'est le tourisme. C'est vrai que c'est un secteur qui commence à être porteur, mais il y a encore énormément de jeunes sans emploi ici. C'est pour ça que nous voulons développer le tourisme. L'un des secteurs qui pourrait être porté par le tourisme, c'est l'artisanat. Avec son lagon dépourvu de poissons mais riche en coquillages divers, les artisans d'Ana font souvent preuve d'imagination. Encore faut-il rentabiliser. La première chose qu'on a demandé pour lancer l'artisanat ici à Ana, comme il faut les touristes d'abord. Alors, quand on a un seul vol par semaine chez nous, alors c'est pas tellement rentable, c'est pas tout le temps les touristes qui viennent. Et les occuper ne serait pas un problème selon les élus de la commune. Le lagon d'une profondeur moyenne de 5 à 6 mètres permet un large panel d'activités problèmes. Ana ne se laisse pas atteindre facilement. Qu'on nous ramène le 2e vol par semaine, parce qu'une semaine pour les touristes, ça fait long. Et 2 vols par semaine, ça serait bénéfique pour nous. Et aussi parce que ici, il y a l'artisanat, il y a des artisans et ils comptent beaucoup sur ça. Si on n'a pas de touristes qui arrivent chez nous, on ne pourra pas vendre nos produits. La population de Ana est consciente des enjeux de la prochaine élection territoriale. Mais ces Tuamotu jurent que celle-ci ne troublera en aucun cas la quiétude qui règne sur leur atoll. Lydia Nouveau, bonsoir, bienvenue. Vous représentez le Amuiteir Aotenun à Maohi, au Tuamotu de l'Est et au Gambier. On vient de le voir, les artisans de l'atoll de Ana se plaignent de n'avoir qu'un avion par semaine. Si vous êtes élu, quelle solution proposerez-vous en termes de désenclavement? Bonsoir Cybèle. Et je profite donc de l'occasion d'être sur le plateau pour saluer justement ceux d'Ana et tous les autres îles des Tuamotu de l'Est. Alors c'est vrai, le désenclavement de ces archipels qui sont éloignés de Tahiti est un véritable problème puisque aujourd'hui, j'ai fait l'expérience ces derniers jours lors de la campagne pour rejoindre ces atolls. On est obligé de rester, enfin je dirais, peut-être pas obligé, mais j'ai eu la chance de rester une semaine, mais il est vrai que compte tenu des délais pour la campagne, ça serait bien qu'on puisse être ailleurs en si peu de temps. Donc pour Ana, il souhaiterait donc avoir plusieurs vols et je pense que ce problème, il est général au Tuamotu. Donc, pourquoi pas, il y a Air Moana qui vient de s'installer. Vous êtes pour la concurrence?
Bien sûr, bien sûr. La hausse de l'indice des prix à la consommation continue d'accélérer, plus 12% pour les produits alimentaires en un an. Souvent, dans les îles, les produits sont encore plus chers. Comment améliorer le pouvoir d'achat? Alors, la vie chère, c'est vrai, c'est une des actions sur lesquelles nous allons nous attacher, puisque dès le premier Conseil des ministres, nous allons supprimer totalement cette TVA qui est injustifiée, qui est injuste et qui vient plomber le pouvoir d'achat de nos ménages aujourd'hui. Et donc, nous allons bien évidemment remplacer celle-ci par une taxe sur, un impôt sur, de solidarité qui va venir donc renflouer les caisses du RSPF, mais aussi un impôt qui va empêcher donc les gains des grosses sociétés telles que la Française des Jeux, d'exporter leurs gains, que finalement qu'ils soient imposés sur les gains qu'ils envoient en France. Bien sûr, bien sûr. Vous n'avez pas toujours fait de la politique, hein, Lydia Nouveau. Auparavant, vous étiez dans le milieu bancaire, vous avez dirigé l'OPT, vous avez aussi été directrice de cabinet de Théoura Hériti, à l'époque ministre de la Solidarité. Vous vous êtes engagée aux côtés de Gaston Floss en 2018. Alors pourquoi êtes-vous restée fidèle au parti alors que bien d'autres ont sauté du navire orange? Pour connaître quelqu'un, il faut regarder ses actions et non pas écouter ce qu'il dit. Et Gaston Floss, lors de sa présidence sur les 20 années de gouvernance du pays, il nous a montré que lorsqu'il décidait de quelque chose, il allait jusqu'au bout de ses idées. Et je suis un peu peinée, puisque en 2013, lorsqu'il est revenu aux rênes du pays, le gouvernement qui a repris les rênes n'a pas continué à mettre en place ces actions. Je pense notamment aux grands projets tels que Mahana Beach, le projet aquacole de Ho, qui aujourd'hui n'ont même pas vu le jour et qui sont pourvoyeurs d'emplois pour nos jeunes. Il y a le village tahitien qui est en train de naître. C'est dommage qu'à une semaine, à un mois des élections, tous ces projets ressortent. Je dis non. Ils auraient dû déjà, ça fait 9 ans, 10 ans que le gouvernement est au pouvoir, ils auraient déjà dû sortir ces projets des cartons. Votre congrès a lieu ce week-end. Quelles sont vos attentes pour terminer? Bien sûr, lors de du congrès ce samedi, nous allons dévoiler bien sûr le programme, bien sûr, qui est déjà bien bouclé. Bien ficelé. Il n'y a pas de souci là-dessus, puisque je vous ai dit, donc on va s'attacher à lutter contre la vie chère. Le problème de l'emploi également, avec l'ouverture bien sûr des grands chantiers. Nous allons développer les secteurs à l'exportation, le tourisme Nous couvrirons bien évidemment tous ces rendez-vous politiques. Merci beaucoup Lydia Nouveau d'avoir accepté notre invitation ce soir. Merci. C'est dommage que ça soit vraiment trop court parce que c'est vrai que c'est un exercice, 4 minutes, mais vous connaissiez les règles du jeu. Merci. Demain matin, à partir de 7h, on parlera de la section des marquises dans l'invité café sur Polynésie, la première radio. Pour le Tavini Huiratira, ce sera Steve Chayou. Pour le Haumaohi, Tauhiti Nena sera à nouveau l'invité d'Ibrahim Ahmed Azi. Ainsi se referme notre page consacrée au territorial. C'était aujourd'hui le dernier jour du défi calcul mental Tatao Upo. C'était la finale des classes de 5e, 4e, 3e et 2e. Après la télé hier, c'était au tour de la radio. 30 questions ont été diffusées sur Polynésie, la première radio. Sur les images, vous pouvez voir les 67 élèves du collège Henri Hiro de Fa'aa qui participaient au défi ce matin. Au total, 50 000 élèves ont tenté leur chance lors de cette 12e édition. Écoutez les élèves et leurs professeurs au micro de Patrick Tinsing. C'est bien passé, c'était un peu dur, mais ça va. J'ai fait de mon mieux. J'ai répondu à presque toutes les questions. Je sais que je n'ai pas répondu à 2 questions. Il y a certaines questions que c'est à mon niveau, il y a d'autres pas vraiment. Pour ma part, tout ça, on l'a déjà croisé dans l'année. Comme je te disais, on fait du calcul mental tous les jours.
Et effectivement, à l'approche du concours, bon, je te cache pas que j'aurais fait aussi une mini préparation accélérée. Hein. On a fait quelques séances où on a un peu plus poussé et c'est des questions qu'ils ont déjà vues. Oui. Oui. Du sport maintenant, Cédric Doumbé, 11 fois champion de kickboxing, est en Polynésie. Il parraine l'Octo Fighting League, le premier événement MMA de ce genre au Fénois. Il aura lieu ce vendredi au parc Vairai à partir de 16h30. Au programme des combats professionnels mais aussi amateurs. Et en ce moment même, Cédric Doumbé s'entraîne à Arouet où l'on rejoint Kaline Liénard et Patrick Tsing Tsing. Bonsoir Kaline, le MMA prend encore de l'ampleur en Polynésie avec cet événement. Bonsoir Cybèle, et oui, le MMA prend de l'ampleur, on peut dire qu'il y a un réel engouement ici puisqu'on dénombre entre 800 et 1000 licenciés au Fénois et je suis justement avec un professionnel de la discipline, Cédric Doumbé. Bonsoir. Bonsoir. Alors Cédric, en tant que parrain de l'événement qui a lieu ce vendredi, quel est le message que vous souhaitez adresser à ceux qui pensent que le MMA est un sport violent? Je voudrais leur dire qu'ils ont raison. Le MMA en effet est un sport violent, comme le football est un sport violent, comme le rugby est un sport violent, comme tous les autres sports. Aussi, chaque sport comporte sa part de danger. En effet, c'est vrai que le MMA a l'air impressionnant comme ça quand on voit deux combattants s'affronter dans une cage et parfois on peut voir du sang, ce qui arrive aussi dans d'autres sports tels le rugby avec des fractures du nez, des fractures de l'arcade, comme le foot avec des fractures du tibia. Donc le MMA, c'est pas un sport plus dangereux que les autres, mais en effet, c'est un sport qui est très impressionnant. Alors justement, est-ce que vous pensez que Tahiti, ça prend de l'ampleur ici? Est-ce que Tahiti est un environnement propice pour les entraînements de MMA? Alors c'est ce que je disais tout à l'heure à mes camarades. J'étais agréablement surpris par les infrastructures, notamment cette belle salle de sport qui n'a rien à envier aux salles françaises, parce que justement l'infrastructure est vraiment très propice au cours de MMA et à la discipline. Et je disais à mes camarades tout à l'heure qu'en effet, le climat à Tahiti était vraiment très propice, en l'occurrence, notamment pour moi, pour l'entraînement, pour une bonne préparation physique, parce qu'il y a de la chaleur, c'est vraiment un climat qui ressemble au climat de la Thaïlande, et on sait que les plus grands champions de boxe thaïlandais, justement, ils sortent de la Thaïlande avec le même climat qui est assez, on va dire, équatorial, tempéré, tropical. Merci beaucoup Cédric Doumbé pour toutes ces précisions, et voici Cybèle ce qu'on pouvait dire depuis Arouet, ici en direct. Et merci beaucoup, Kaline. C'est leur dernière grande course de préparation avant la MEO Va'a Race à Moorea en mai prochain. 252 élèves ont participé ce matin à la 7e édition de la presqu'îlienne à Taravao. 12 collèges, dont 2 de Moorea, ont participé. Les 18 équipes ont dû parcourir un peu plus de 22 km entre la baie de Phaéton et le quai de Vairao. Une course relais en 6 étapes suivie par Priscilla Itev et Nicolas Suer. La course démarre à pleine vitesse. Droite, gauche, à la force de leurs bras, ces 108 rameurs doivent rejoindre la plage de Mitirapa à 3 km de là. Dès les premiers mètres, le peloton se détache et la classe du collège Mako Tevane est la dernière à franchir cette balise verte de la première étape. Déjà de là-bas, on a bien dit il faut un peu reculer, mais ils ont plutôt avancé. Et c'est pour ça qu'on a un peu perdu d'avance. Un faux départ loin d'entacher la bonne humeur de ces jeunes. Allez, tout! Allonge! Encouragés par les professeurs de sport tout au long du parcours. Il y a 2 équipages, une équipe qui est plutôt vers l'avant et une équipe qui est pour l'instant vers l'arrière du peloton, mais chacun va à son rythme en tout cas et donne le meilleur de lui-même. Et remporter une étape après tant d'efforts sur l'eau, ce n'est que du bonheur pour ces jeunes. Ça fait du bien de gagner encore une course V6 pour faciliter après la tâche à la deuxième équipe qui va partir sur l'autre départ. Comme ça, ils auront plus de secondes que l'autre équipe. Le taoué, c'est important aussi sur le VA parce que si on n'a pas la confiance et l'esprit d'équipe, c'est déjà mort. C'est ça aussi qui nous a aidés et en même temps, on sait qu'on doit être concentré sur le VA. Concentration maximum et vitesse. Arrivé au quai de Vairao, dernière étape de l'allée, un petit tour et puis s'en va vers la baie de Phaéton. À ce stade de la compétition, les jeux sont faits. On a trois équipes qui sont un peu détachées en tête. Il y a Tevayuta, Papara 1 et Notre-Dame des Anges 1. Confirmation à l'arrivée, le collège Tevayuta remporte la 7e édition de la presqu'îlienne. Papara 1 est 2e et Notre-Dame des Anges 1 complète le podium. De quoi donner des ailes à ses vainqueurs pour la prochaine grande course, la MEO à Moorea, prévue le 13 mai.
Et à Ta'a, les clubs se préparent pour la marathon Va'a de Polynésie. La première, Hiti Manaki a suivi pour nous l'entraînement des Tamarit Ha'a Va'a. Pour les rameurs, c'est parfois la première course, donc le stress et l'excitation sont palpables. 10, c'est le nombre de rameurs que compte ce petit club de Ta'a. Pour sa première participation à cette course, le Houthi est de mise pour garder la cadence. Pas tout être pour les jeunes, hein? Mais il n'y a pas de secret, comme on dit. Il faut s'entraîner. Surtout là, maintenant, cette époque de l'an 2000, c'est dur à garder les jeunes. Parce qu'il y a plein de trucs. C'est dur ouais, aussi, mais bon. Ouais, on est prêt, hein? On s'est préparé pour cette course. Hein? Et c'est une première aussi pour nous, hein, nouvelle équipe. 1 à 2 heures par jour d'entraînement intense, juste de quoi les motiver pour la course. Arrivé 26e à la deuxième étape de la Hawaii Kinwave A de 2022, ils gardent le moral pour la prochaine course à venir. On peut dire que nous sommes prêts pour cette course marathon Polynésie la première, pour la catégorie Top 40. C'est la première fois que nous participons à cette course. L'objectif, c'est de faire connaître le haut niveau aux rameurs. L'entraînement assez classique, hein, c'est lundi à samedi. En semaine, c'est un petit peu moins de 2 heures, 1h30. Et le samedi, le double, pratiquement. Physiquement, on est prêt. Mais bon, on verra bien ce jour-là. On peut être prêt physiquement, mais le jour d'une course, il peut y avoir beaucoup de surprises et ne pas marcher, quoi. Le 18 mars prochain, cette petite équipe portera haut les couleurs de l'île Vanille. Et l'information principale de cette édition, la douane intensifie ses contrôles pour lutter contre les trafics de drogue. En 2022, l'ice en Polynésie française représentait 10% du total des saisies de méthamphétamine sur l'ensemble du territoire français. Un avion de Delta Airlines a été passé au crible hier soir. Un Labrador renforce désormais les équipes. Au programme de votre soirée sur la première, le magazine Bleu Océan, puis le documentaire De l'ombre à la lumière. Ainsi s'achève ce journal. Passez une excellente soirée sur nos antennes télé, radio et Internet. À demain. L'information en continu sur Polynésie la première, Internet et réseaux sociaux.